Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue à notre émission spéciale Ceinture-Route, le grand débat. Ceinture-Route, comme vous le savez, c'est le synonyme les nouvelles routes de la soie, y compris la route terrestre et maritime. Il y avait un forum qui vient de se terminer, le forum sur la ceinture et la route pour la coopération internationale. Ce forum a réuni 29 chefs d'État et de gouvernement, cinquantaine de responsables des organisations internationales, une centaine de ministres de différents pays et 1500 représentants du monde entier pour discuter la ceinture et la route. Comme vous le savez, la ceinture et la route, c'est une initiative proposée par le président chinois Xi Jinping en 2013. Mais aujourd'hui, malgré que ce projet a engendré des réactions globalement très positives, mais une vague anti-mondialisation parcourt le monde. Beaucoup craignent que cette initiative aurait des difficultés. Aujourd'hui, notre débat, c'est justement pour essayer de comprendre mieux ce projet et son avenir. Ce débat, bien sûr, va se pencher sur les avancées et les résultats obtenus de ce projet, mais aussi les difficultés et les obstacles. Vous le savez, tous les projets auront des difficultés, sinon il ne sera pas aussi un projet tellement vaste, tellement important. Donc, notre débat pour ce sujet aussi complexe et difficile, nous avons décidé de diviser ce débat en 2 émissions. Et chaque émission accueillera 5 invités qui vont nous faire partager leurs réflexions, leurs analyses, bien sûr, aussi leurs propositions. Aujourd'hui, c'est la première émission, intitulée « Ceinture et route et le monde ». Voilà, je vous demande d'accueillir avec votre applaudissement chaleureux nos 5 invités. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bien sûr, vous êtes très connu en Chine, non seulement parce que vous avez été le Premier ministre, et surtout parce que votre voyage très courageux, en pleine crise de SRAS dans notre pays, et nous ne sommes pas prêts à l'oublier. Et aujourd'hui, vous êtes sénateur, mais aussi vous avez une nouvelle mission, c'est que vous êtes émissaire du nouveau président de la République française, Emmanuel Macron. Vous avez apporté une lettre du président français au président Xi Jinping. Et j'aimerais bien que vous révélez quelques contenus, quelques secrets à nos téléspectateurs. Ni hao, bonjour à tous. Juste un mot sur la mondialisation et ce que vous venez de dire sur la crainte de la mondialisation. Oui. L'élection d'Emmanuel Macron a été un stop à une vague de populisme en Europe, à une vague anti-mondialisation. C'est une bonne nouvelle pour le monde entier qu'un jeune président de 39 ans, européen, qui défend l'idée chinoise d'ouverture, mais aussi de réforme. Il ne faut pas avoir peur de l'ouverture, à condition qu'on soit fort. Et pour être fort, il faut réforme et ouverture. C'était ça le message d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que c'est un message qui résonne dans le monde entier. Et à l'occasion du sommet, parmi les chefs d'État et chefs de gouvernement, j'ai entendu souvent cette remarque « Merci à la France d'envoyer un tel signal ». Alors Emmanuel Macron m'a chargé de le représenter. Il a en effet écrit une lettre personnelle. Donc je laisserai de côté les choses personnelles. Mais premièrement, la continuité de la ligne du général de Gaulle qui a été le premier à reconnaître la Chine. Donc une politique de
continuité, quelles que soient les structures politiques de la France, nous plaçons la relation franco-chinoise au-dessus des clivages. Deuxièmement, la politique française est marquée par l'indépendance. L'indépendance, nous y sommes très attachés, tout comme la Russie, tout comme la Chine, tout comme les États-Unis, tout comme l'ensemble des grands pays. Nous sommes un pays indépendant. Comme la Chine, nous avons cette volonté de construire une politique qui est une politique qui sert les intérêts de la France et de l'Europe, mais qui respecte, et notamment, les vieilles civilisations. Alors le président, il dit qu'il veut poursuivre les relations d'amitié, il veut rendre le partenariat global stratégique encore plus développé et approfondi, il veut naturellement qu'à l'occasion de ce grand projet de la route de la soie et de cette ceinture qui va connecter le monde et donner de la connectivité à l'ensemble de l'Eurasie, il dit la France supportera ce projet. Donc c'est une lettre de confiance et il prend l'engagement de rencontrer prochainement le président chinois. Et je crois que la prochaine rencontre aura sans doute lieu à l'occasion du G20 qui va se tenir prochainement à Hambourg. Donc en résumé, les relations franco-chinoises sont solides, elles sont stables, elles sont amicales et elles sont durables. Voilà, je crois que vous pouvez applaudir. Voilà, merci Jean-Pierre Raffarin. Alors, mon deuxième invité, c'est Wu Zhexian. Vous êtes diplomate de carrière, vous avez été en poste à Paris, mais aussi en Afrique. Vous êtes l'ambassadeur. Voilà, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Et mon troisième invité est un ambassadeur aussi de Bénin, Simon-Pierre Adovaland. Bonjour, vous avez fait vos études à Loma, aux États-Unis. Vous êtes aussi candidat à la présidentielle de votre pays. Voilà, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et mon quatrième invité, c'est un universitaire, professeur de célèbre université de Beida. Vous êtes aussi, il faut le souligner, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques françaises. Bonjour et merci d'être venu. Et puis c'est David Gosset. Voilà. Vous êtes fondateur de Forum Europe-Chine depuis 2002 et vous œuvrez pour développer les relations entre l'Europe et la Chine. Vous êtes expert des relations internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Voilà, vous pouvez applaudir et le débat va commencer. Bonjour, chers amis, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer notre débat, je vous invite à regarder ensemble un petit documentaire préparé par nos journalistes, justement pour revoir comment ce projet est lancé et les réactions dans le monde. Voilà. Retour en arrière. En 2013, compté à de profonds changements. Les soubresauts de la crise financière internationale de 2008 continuent de se faire sentir. Les vieux concepts qui dirigent la globalisation commencent à engendrer toute une série d'effets négatifs. Septembre et octobre 2013, lors de ses visites en Asie et en Asie du Sud-Est, le président chinois Xi Jinping lance l'initiative de construire conjointement une ceinture économique de la route de la soie et une route de la soie maritime du XXIe siècle, projet qui engendre rapidement un grand intérêt au sein de la communauté internationale. L'initiative Ceinture et route est centrée sur le concept d'interconnectivité. Elle vise à construire un vaste réseau de commerce, d'infrastructures, de financement et de communication reliant l'Asie à l'Europe et l'Afrique. Elle s'est fixé plusieurs objectifs prioritaires. Répondre aux besoins en développement des régions et des pays participant à l'initiative. Renforcer la coopération internationale. Créer des synergies dans les stratégies de développement. Favoriser les bénéfices réciproques et la coopération gagnant-gagnant. La Commission nationale pour le développement et la réforme
a organisé début 2017 une conférence de presse pour faire connaître les résultats des indicateurs macroéconomiques. Les statistiques prouvent que 3 ans après le lancement de l'initiative Ceinture et Route, les projets de coopération mis en route progressent de manière très positive. Consensus international. L'initiative a obtenu des réponses positives venant de plus de 100 pays et organisations internationales. La Chine a signé des accords de coopération sur l'initiative Ceinture et Route avec plus de 40 pays et organisations internationales. Soutien financier. De grands projets. Échanges culturels. Selon le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, « 一带一路是中国的，但更是世界的。一带一路版权虽属中国，但收益为各国共享。” Voilà. Alors, à partir de ce petit documentaire, je voudrais vous demander, chacun de vous exprimer la ceinture et la route, votre point de vue personnel. Chacun a 2 minutes. Qui est-ce qui veut commencer? Monsieur le Premier ministre? Mon point de vue personnel est très simple. Je crois que le monde est devenu très dangereux. Très dangereux. Les menaces de guerre sont présentes partout. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup d'exclusion. Et c'est pour la première fois depuis très longtemps que nous assistons à ce qu'un pays propose un grand projet de développement. Et au fond, pour moi, le principal, c'est que l'adversaire de la guerre, c'est le développement. Et proposer des projets, c'est participer à la paix. C'est pour ça que ce projet-là s'inscrit pour moi dans une dynamique qui est une dynamique globale de mondialisation, mais de mondialisation qui se veut concrète pour des emplois, pour de la richesse, pour la paix. C'est, je pense, le principal. Il y a beaucoup d'autres avantages, mais ça, c'est l'essentiel. Dans le monde dangereux, il y a un pays qui propose une stratégie, et cette stratégie, elle est pacifique. Voilà. Dans le monde dangereux, un pays a proposé un projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce projet peut garantir la paix? Je voudrais signaler un point particulier. J'ai suivi un peu le forum qui s'est déroulé ces 2 derniers jours. J'ai remarqué une chose, c'est que le président Xi Jinping, dans ses interventions au cours du forum, a insisté sur un point. C'est l'ouverture de cette coopération. Il a bien dit ceci. Cette coopération, voilà, tracée dans cette initiative Ceinture et Route, n'est nullement dirigée contre qui que ce soit. Il a dit également, il n'y aura pas d'arrangement visant à exclure quiconque. Troisièmement, il a donné aussi un élément très rassurant. On ne va pas introduire des dossiers politiques dans les discussions au cours de la coopération. Je crois que ce sont des messages importants pour rassurer tout le monde. Bon, monsieur, vous êtes diplomate, vous aussi, hein, vous êtes ambassadeur de Bénin. Alors, l'Afrique, dans ce projet, devait avoir un rôle important aussi. Alors, on aime bien avoir votre point de vue. Merci beaucoup. Je pense que l'initiative Ceinture et la Route est un instrument complémentaire à ce que nous avons déjà engagé avec la Chine. Depuis des années, nous avons déjà établi des cadres de coopération spécifiques, de coopération avec la Chine, mais cette initiative vient nous révéler quelque chose de fondamental. Les raisons fondamentales de ceux qui s'opposent à la mondialisation. Quand vous regardez bien, c'est ceux qui ont profité des premières heures de la mondialisation, qui en ont tiré le maximum de profit, mais qui ont mal géré ce profit et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas investi là où ils devaient investir ce profit et cherchent à justifier les difficultés de leur pays à la mondialisation. Je pense que le message du président Xi
vient maintenant clarifier les choses et donner une nouvelle voie. Une nouvelle voie qui montre ce que devait être la mondialisation et comment le fruit de la mondialisation doit être partagé. Et pour nous en Afrique, c'est un message qu'on avait déjà perçu en allant dans différentes directions avec la coopération avec la Chine. Oui. Et cet instrument, la ceinture et la route, vient conforter et donner de nouvelles perspectives, mais également donner raison à la Chine, à l'Afrique qui s'est déjà engagée avec la Chine depuis un peu longtemps. Et les Africains connaissent ce projet ou pas? Les Africains connaissent ce projet, mais pas à la dimension telle que c'est maintenant quand on est en Chine. Et comme je l'ai dit tantôt, il y avait déjà des mécanismes comme le FOCAC, de discussion entre l'Afrique et la Chine de façon spécifique. Donc la ceinture et la route a besoin de communication au niveau de l'Afrique pour que ce soit un instrument complémentaire à ce qui existe déjà au niveau de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Alors, Dong Qiang, vous êtes universitaire, vous êtes traducteur, vous connaissez la langue chinoise, la langue française. Justement, la ceinture et la route, pour traduire, c'est difficile, hein? Comment peut-on comprendre de différentes cultures, différentes langues, un projet commun? Moi, je pense que ceinture et route, pour moi, c'est quelque chose qui respecte à la fois cette continuité et en même temps, c'est une grande innovation, une grande inspiration. Donc ça, pour la Chine d'aujourd'hui, c'est très important. Il faut toujours penser au passé, avoir cette continuité et en même temps, proposer quelque chose de nouveau. Parce que pour nous, la route de la soie, on l'a toujours apprise dans les manuels, dans les musées. Et là, cette idée nous remet en fait dans l'actualité tout en nous reconnectant avec notre passé. Et ça, je crois que c'est une grande inspiration. Voilà, parce que la Chine aujourd'hui, il faut toujours à la fois penser au passé et à l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment continuité et inspiration pour l'avenir. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, David Gosset, vous connaissez bien l'Europe, la France aussi, et la Chine. Et pour vous, quand le train, vous savez, partir de Wuhan jusqu'à Lyon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que la route de la soie, sortir de notre manuel scolaire pour redevenir une réalité? D'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par nos collègues ici et le point très juste sur la mondialisation. Je ne pense pas que nous assistions à la fin de la mondialisation, simplement c'est le centre de gravité de la mondialisation qui est en train de basculer en Asie et autour de la Chine plus particulièrement. Les continuités, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Dong Qiang, et je dirais même plus, vous n'avez pas cité Deng Xiaoping, mais c'est important de comprendre qu'en 1978, Deng Xiaoping ouvre la Chine au monde, et au fond, ce sont des synergies qui contribuent à la mode intérieure de la Chine. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'ouverture 2.0, où ces mêmes synergies contribuent à ce que le Premier ministre appelait un grand projet de développement international. Pour revenir à ceinture et route, je voudrais aussi préciser, parce qu'il y a beaucoup de malentendus, deux aspects de ces nouvelles routes de la soie. La ceinture, qui est un projet de connectivité eurasiatique, et route maritime, connectivité donc maritime. Parce que pendant le forum, les gens parlaient de route et de ceinture et de route, mais les deux choses, évidemment, sont complémentaires, mais il y a deux choses différentes. Et en effet, ceinture et route, pour moi, c'est un mouvement. C'est très important parce que le mouvement, l'initiative, c'est toujours mieux que faire du surplace. La vision, c'est une vision qui est très claire de connectivité. Donc, quel type de connectivité? Des connectivités physiques jusqu'aux connectivités numériques. Et troisième point, il y a les moyens de bâtir, de co-construire ces connectivités parce que vous avez fait référence à ces mécanismes financiers qui sont sur la table et, comme vous disiez, monsieur l'ambassadeur, qui sont ouverts à tous. Un point différenciateur de ce forum, c'est aussi la présence des États-Unis. C'est très notable et je pense que là, on assiste à un basculement. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est sous l'administration Trump
qu'on a eu Matthew Pottinger, qui est un envoyé spécial du président Trump, pour assister à ce forum. Je pense que c'est très important et ça indique que c'est véritablement un forum d'accélération et l'Europe doit faire très attention à ne pas manquer le train. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, l'élection présidentielle Macron a stoppé la vague de l'anti-mondialisation qui a commencé, tout le monde sait, par le Brexit, par l'élection, comme David Okossé a dit, de Trump. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous poser la question, est-ce que la France et la Chine, comme la France et la Chine dans le COP21, est-ce que nous pouvons jouer un rôle de locomotive pour ce projet, la ceinture et la route? Je pense que nous pouvons jouer ce rôle de locomotive. D'abord parce que cette démarche, elle est culturelle. Certes, elle est d'infrastructure, elle est de finances, mais globalement, si on voit Don Huang aujourd'hui sur la route de la soie, qu'est-ce qui reste de Don Huang? Il reste de la culture. Oui. Et c'est la culture, fondamentalement, qui a été nourrie par les commerces, mais c'est la culture. Donc, je pense que sur la culture, il faut que la France et la Chine s'engagent, et toujours davantage. De manière, je dirais, comme vous le disiez tout à l'heure, complémentaire à ce qui se fait déjà. Par exemple, nous avons déjà un forum culturel, ceinture et route sur la culture, qui s'est tenu le printemps dernier et qui va se tenir à Lyon, dans la capitale de la soie française, le 24 au 27 septembre, où là, des acteurs de la culture vont travailler avec donc la délégation chinoise et la délégation française pour faire émerger des projets que la route de la soie assume sa vocation structurelle d'infrastructure culturelle. Le maire de Lyon, qui sera sans doute parmi les tout proches du nouveau président de la République, va porter cette dynamique-là en France. Ça, c'est le premier point, la culture pour lequel nous devons travailler. Le second point, qui est très important pour moi, c'est de veiller à ce que cette nouvelle mondialisation puisse être compatible avec les initiatives qui existent déjà d'organisation. Il y a l'Union africaine, il y a l'Union européenne, il y a forcément des nécessités de coordination. Aujourd'hui, pour faire d'autoroute, si vous voulez faire le tour d'une ville, il faut l'accord de la population, il faut l'accord des autorités locales. Donc vous avez les autorités supranationales, les autorités nationales, les autorités locales. Donc tout ça va demander beaucoup de coordination. Je pense qu'en Europe, nous avons une bonne expérience du travail en commun pour mener ce type de projet. Donc nous pouvons être pilotes parce qu'il s'agit d'un grand projet, qui est un projet qui nous dépasse, qui sert la Chine, évidemment, qui sert la croissance chinoise, mais nous avons tous besoin de la croissance chinoise, qui sert le cœur de l'Eurasie, l'Asie centrale, qui a besoin d'être connectée, qui sert l'Europe, et en servant l'Europe aussi, qui sert l'Eurafrique, qui est une sorte de destination avec le continent africain, qui est ce continent du XXIe siècle. Au fond, peut-être que c'est dans cet espace-là que va se trouver la stabilité du monde au XXIe siècle. Afrique, Europe, Asie, c'est peut-être autour de ce triangle-là que va se construire la stabilité du XXIe siècle. Oui. Et j'ai une autre question, c'est que avant de faire ce débat, j'ai essayé de comprendre les réactions des pays africains, asiatiques, européens sur ce projet. Et j'ai l'impression que ce projet est assez mal connu dans les régions, dans les pays européens par exemple, dans les pays aussi africains. Alors, quand on ne connaît pas, comment peut-on s'intégrer? Comment peut-on participer? Qui est-ce qui veut répondre? Je pense qu'il y a d'abord un problème de communication. Mais avant le problème de communication, il y a un problème de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit. Pendant longtemps, pendant des années, il y a eu des idées reçues, préconçues, sur chaque partie du monde. Sur le continent Surtout sur la Chine. Hein? Sur la Chine, il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues, mais qui ont évolué, ces pays ont évolué dans le temps. Aussi bien le continent africain, aussi bien la Chine. Donc il faut un travail de communication,
mais également dans les actions et dans les approches de la mise en œuvre de la ceinture. Il faut se départir de ces idées reçues. Et je pense que c'est les initiateurs, mais également les premiers acteurs qui ont ce rôle et cette responsabilité de déblayer le chemin. Il faut déblayer le chemin, c'est un nouveau concept, mais un concept qui se développe sur des idées préconçues. Donc il y a un travail de renouvellement de mentalité, il y a un travail de communication et un travail de dialogue et de redécouverte des acteurs. Je pense que c'est là que se trouve le rôle des communicateurs, des médias que vous êtes. Il y a un véritable mécanisme à mettre en place de communication et de partage de l'information autour de la ceinture. Et là, Oui. Non, je suis tout à fait d'accord, c'est un vrai problème. Il ne faut pas surestimer le niveau de connaissance en Europe, en France, en Afrique, sur la Chine. Donc c'est un si beau projet que parfois je me dis que j'aurais aimé que ce soit une initiative de l'Union européenne. Bon, nous sommes au XXIe siècle, c'est une initiative chinoise. Mais parce que c'est une initiative chinoise, ça crée aussi des incompréhensions, des malentendus. Il y a aussi des vrais problèmes de traduction, parce que ça a toujours été un problème. La terminologie qui est utilisée en Chine par les Chinois est souvent difficile à traduire. Donc, monsieur le professeur Tong Jiang, vous avez un rôle très important à jouer ici. Et évidemment, travailler aussi sur l'image de la Chine. Comme le disait le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, c'est un projet international de développement et aussi de paix. Au fond, c'est une nouvelle route de développement et de paix. Et c'est si bon et bien d'avoir notre ami du Bénin ici, parce qu'il faut le répéter, cette nouvelle route de la soie, c'est un axe afro-eurasiatique qui n'exclut évidemment personne et certainement pas les Amériques. Et de ce point de vue-là, la France, en effet, parce que c'est un projet humaniste, a un rôle à jouer. L'Union européenne, parce qu'il y a une expertise sur de nouveaux types de gouvernance, mais aussi il y a un point qui me paraît important, qu'on pourrait discuter, c'est aussi le rôle de la France comme pivot entre la Chine et l'Afrique. Évidemment, Chine et Afrique, vous parlez directement et très bien, mais je pense qu'il y a des synergies sino-franco-africaines à penser et à mettre en place, surtout dans le domaine, par exemple, de l'éducation et différents types de connectivité. Oui, je rebondis sur ce sujet. Vous regrettiez avec justesse que l'Europe n'ait pas été à l'initiative. Oui. Mais l'Europe, elle a une carte à jouer qu'elle ne joue pas suffisamment aujourd'hui, c'est le développement de l'Afrique. Parce que c'est cette logique-là qu'il faut faire en sorte. C'est vrai que le terrorisme fait que nous sommes obligés d'avoir des interventions militaires. Mais aujourd'hui, la paix ne se construit pas en faisant forcément la guerre. On a besoin de la guerre. Mais derrière la guerre, il y a les solutions politiques et il y a le développement. Et je pense que l'Europe, aujourd'hui, ne fait pas les efforts de développement nécessaires pour l'Afrique. Et donc, je pense que c'est un point très important. Dans cette mission-là, je pense que l'Europe doit se sentir concernée pour soutenir le développement de l'Afrique. Parce que ce système sera cohérent si nous permettons à l'Afrique de trouver les moyens de son propre développement. Et de ce point de vue-là, il y a sans doute un rôle à jouer. Et nous, Français, qui avons avec l'Afrique une sorte de communauté de destin, nous devons dire qu'aujourd'hui, il nous faut des solutions pour le développement. Et l'aide au développement en Europe, elle n'est pas suffisante. Et, Monsieur le Premier ministre, pardon, mais là on est sur un paradoxe qui est important à souligner. Ce que fait la Chine, qui est très positif en Afrique, ce n'est pas du tout une menace pour l'Europe. Au contraire, on doit travailler avec la Chine parce que c'est travailler pour notre propre intérêt. Deux grands problèmes pour le monde en général, qui sont le terrorisme, et évidemment, sur le long terme, c'est le développement qui est la clé. Et le second problème immédiat pour l'Europe, les crises migratoires, qu'on ne réglera pas sans apporter le développement en Afrique, ce qui passe par des coopérations approfondies, intelligentes entre l'Europe et la Chine, et évidemment, les amis africains, évidemment.
Oui. Et si je vais rebondir sur ça pour dire que l'approche de l'Afrique a évolué d'un palier. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus dans la dynamique forcément de l'aide pour l'aide, mais dans la dynamique de l'investissement. Parce que vous avez une classe moyenne et un tissu du secteur privé bien structuré qui se met en place en Afrique. Donc, ce tissu ne compte pas forcément sur l'aide. L'aide vient pour améliorer l'environnement. Mais le moteur aujourd'hui, c'est le secteur privé qui se met en place, c'est des tissus d'investissement qui se mettent en place, c'est les institutions africaines de développement, d'investissement qui se structurent, qui ont des projets régionaux d'intégrateurs et qui mettent tout cela comme un nouveau tissu. Donc, il y a une mutation qui se met en place. Et cette mutation, l'Europe, l'Asie, doivent intégrer ça désormais dans la réflexion pour la mise en œuvre de l'initiative La Ceinture et la Route. Oui, surtout. C'est très important ce qui vient d'être dit parce que j'espère que ce débat pourrait aider à clarifier un peu les termes. Parce que le problème, c'est que pour beaucoup de gens, Ceinture et Route, justement, s'arrête devant l'Afrique, s'arrête devant, si j'ose dire, une Europe développée. Quand vous posez la question à des gens, les pays concernés, on a l'impression que c'est juste le pays de l'Europe, c'est le pays surtout de l'ancienne Europe de l'Est. La route maritime, elle est jusqu'à l'Afrique. Mais justement, dans la tête des gens, il y a, quand vous consultez l'Internet, souvent on vous donne des pays. Etc. Il n'y a pas beaucoup de pays africains et il n'y a pas comme des pays développés comme la France ou l'Allemagne. Et ça, c'est justement, j'espère que ce débat va aider à clarifier, justement, comme je disais, c'est une continuité. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Y compris d'ailleurs dans les documents de nos amis chinois, où on voit que l'Atlantique euro-africain est moins bien mobilisé que l'Est européen. Donc, je pense que toute l'Atlantique européen, mais l'Atlantique aussi africain, doivent être aussi prioritaires. Oui, vous imaginez, avec 1 milliard d'Africains très jeunes, très dynamiques, sur le seuil de l'industrialisation, il y a une potentiel énorme. Et monsieur l'ambassadeur, vous avez été en poste en Afrique. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai vécu pratiquement 4 ans en Afrique. Je connais bien ce continent. Et on constate en effet un dynamisme sur le plan de développement de ce continent. Et il y a aussi une coopération fructueuse entre la Chine et l'Afrique. Il y a 2 ans, il y a eu un dernier sommet de forum de coopération Chine-Afrique qui a eu lieu à Johannesburg. Ça a donné des fruits très importants pour la coopération à l'avenir. Et à propos de la coopération franco-chinoise en Afrique, il y a des conditions très favorables pour nos 2 pays, puisqu'on a signé un accord de coopération entre la France et la Chine pour explorer les marchés tiers. Et justement, pour le continent africain, comme vous avez évoqué cette idée, les 2 pays peuvent travailler ensemble. On peut profiter de l'expérience française, la connaissance des Français sur le continent africain, mais on peut aussi profiter de tout ce que la Chine a déjà fait depuis des décennies en Afrique. Si on arrive à dégager des synergies pour mener une coopération franco-chinoise sur le continent africain, ça va apporter beaucoup plus de choses que dans le cadre bilatéral, soit entre la France et la Chine, l'Afrique et la Chine. Donc c'est ça ce que je voudrais ajouter. Voilà, je crois que c'est clair. L'Afrique, il ne faut pas oublier, la ceinture et la route comprend l'Afrique. Il faut le dire aussi, c'est que, à cause de l'histoire, à cause de géographie, ce projet, la ceinture et la route, est en face d'énormes défis. Défis culturels, défis de la religion, défis de l'idéologie, défis de la différence de niveau du développement économique, etc. Je vous invite à regarder ensemble ce petit documentaire pour mieux comprendre les défis que nous devons faire face pour réaliser ce rêve, la ceinture et la route. Le voici. L'initiative Ceinture et Route vise à construire un vaste réseau de commerce, d'infrastructures, de financement et de communication à travers l'Eurasie. Mais pour devenir un succès, ce projet ambitieux de coopération politique, économique, diplomatique et sécuritaire
qui englobe actuellement 65 pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique et touche 4,4 milliards de personnes, devra d'abord surmonter de nombreux obstacles. Tous ces pays, le long de l'initiative Ceinture et Route, ont des cultures, des religions et des idéologies différentes. Les écarts de développement économique sont très importants. Comment parvenir à une coopération et un développement gagnant-gagnant entre les pays participants? Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent contre la mondialisation et militent pour un retour au protectionnisme, alors que la Chine défend avec énergie la mondialisation et condamne sans appel le repli sur soi. L'initiative Ceinture et Route permettra-t-elle à la Chine de mener plus efficacement le combat contre le protectionnisme? Mouvement anti-globalisation, protectionnisme, différences culturelles, religieuses et idéologiques, écart de développement. Autant de défis énormes que la Chine et ses partenaires devront relever en travaillant de concert s'ils veulent réussir le pari de l'initiative Ceinture et Route. Dong Qiang, professeur de l'université Beida. Vous voyez, la ceinture commence par la Chine, la route, à travers l'Asie centrale. Globalement, ce sont des pays islamiques, musulmans, arrivent en Europe, des pays chrétiens. Même les religions sont déjà tellement différentes. Comment peut-on les réunir pour un projet? Vous savez, ce n'est pas un traducteur qui peut résoudre tout ça. Ce n'est pas en inventant juste une solution en termes qu'on peut résoudre. Moi, je pense qu'il faut se replonger un peu dans l'histoire. C'est que, moi, ça me fait, cette route de la soie sous cette nouvelle forme, ça me fait penser toujours à Marguerite Yourcenar, qui a écrit de très belles nouvelles orientales. C'est un des chefs-d'œuvre de la littérature française, les nouvelles orientales de Yourcenar. Justement, ça recouvre à peu près la même, si je veux dire, la même géographie, le même continent, et ça commence par la Chine et je crois que ça se termine par un pays ou bien en Grèce, ou bien la Grèce, ou bien un pays européen dans le nord, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça recouvre toutes les religions, ça recouvre toutes les légendes, ça recouvre toutes les croyances. Et finalement, ces croyances, ces religions, si on peut dire, coexistent. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas, surtout après l'expérience du XXe siècle, on ne peut plus imaginer comme avant de la grande période de colonisation où un pays arrive avec à la fois de l'argent et du canon, si j'ose dire, et puis impose leur propre religion. Ce n'est plus le cas. Le XXe siècle a été tellement diversifié, où les gens, les différents continents avec les différentes croyances sont tellement développés qu'on ne peut plus imaginer un scénario où un pays arrive avec de l'argent, avec de l'arme et avec une religion. Donc voilà, je pense que ces religions sont obligées de coexister d'une manière ou d'une autre. Et souvent, les pays, ils vont rester croyants à leur propre religion, mais tout en, évidemment, aspirant à un développement économique, etc. Donc moi, je pense que l'aspect conflictuel aujourd'hui est renforcé, évidemment, par des cas de terrorisme, etc. Mais au fond, toutes ces religions ont toujours coexisté. Hein? Voilà, donc ça, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder. Bon, au fond, les religions ont coexisté, mais comme en Europe, comme en Chine, comme dans beaucoup de pays, le terrorisme, les islamistes extrémistes sont toujours une menace. Monsieur Raffarin, est-ce que la ceinture et la route, ce projet, est menacé d'abord par le terrorisme? Et puis, est-ce que c'est aussi une solution pour résoudre ce problème? C'est une double question. Je pense que le projet Ceinture et la route est une partie de la solution. Une partie de la solution. Je pense qu'il est très important d'avoir des projets de développement. Car très souvent, le terrorisme se développe sur des territoires qui souffrent de difficultés économiques et sociales. Donc participer au développement, c'est déjà lutter en partie contre le terrorisme. Mais je pense qu'il faut aussi avoir des débats politiques. Nous avons avec la Chine, nous Européens et notamment nous Français, la conception de la laïcité. Voilà. C'est-à-dire que nous pensons, en tout cas en France, que chacun peut avoir sa religion,
Mais la religion n'est pas un projet politique. La religion n'est pas un projet politique. On peut avoir dans sa vie personnelle les convictions que l'on veut, mais le projet politique, il est en dehors de la religion. Et donc, ces lignes-là, je crois qu'il faut quand même que dans le monde, on les fasse progresser. Et pour cela, je pense que le débat philosophique, intellectuel, culturel, malgré tout ça, l'empereur Adrien avec sa fascination déjà pour la Chine, en fait, je pense qu'il faut travailler ces questions. Je pense que la pensée chinoise, par exemple, elle est très moderne. Le yin et le yang. C'est très moderne. Ce que des philosophes français comme Edgar Morin appellent la pensée complexe. C'est-à-dire, méfions-nous de la vérité absolue qui s'impose à tous. Il y a du bien, il y a du mal dans toute chose. Et l'honnête homme, il valorise le bien, il se méfie du mal. Et je pense que les débats culturels, c'est ce que nous ferons à Lyon, sont très utiles pour s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres avec une philosophie qui est une philosophie du respect. Comme le disait très bien le professeur Dong Yang, on n'en est plus au temps de l'impérialisme religieux, on impose les choses. On impose aujourd'hui le respect. Tu respectes mon système, je respecte ton système. Ça, je pense que c'est très important. En revanche, il nous faut des débats. Et là, il faut bien se dire que les sociétés ne peuvent pas se limiter simplement à l'économie, à la finance, à tout ce qui est matériel. Le spirituel compte. Et donc, il faut pouvoir avoir des débats qui répondent aux interrogations des populations. Oui, du point de vue spirituel, la France et la Chine, c'est deux pays très spécifiques, très à la fois différents et similaires. Absolument. Et j'aimerais bien demander à M. Adevoland, l'Afrique, à la fois, est considérée comme la source de l'immigration clandestine en Europe, mais aussi, dans quelque sorte, la source de le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les réponses que vous voulez donner sur ces impressions? Quelquefois sont fausses, quelquefois sont vraies. Comme je l'ai dit en introduction, dans mon introduction, il y a des clichés. Il y a des clichés qui ont été bâtis sur des années. Mais je pense qu'il faut, dans cette approche, définir d'abord des valeurs de base sur lesquelles il faut bâtir ce projet. Pour revenir à la réponse à votre question. Je pense qu'il y a 3 points cardinaux que moi je pense essentiels si on veut réussir dans une approche, dans un projet aussi ambitieux que celui-ci. Le premier point, c'est le respect et l'humilité. Le respect de l'autre. Et l'humilité de savoir qu'on n'est pas au-dessus de l'autre. C'est ce que nos ancêtres nous enseignent aussi. Que l'autre vient autour de la table aussi avec quelque chose. Donc le premier, c'est le respect et l'humilité. Le deuxième, c'est la responsabilité. Ne pas prendre l'autre comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, mais que chacun assume ses responsabilités dans ses approches et dans ses choix. Et le troisième point qui me paraît essentiel, c'est le partage du bénéfice de cette coopération. Que ce soit équitable, que ce soit du gagnant-gagnant. Il faut profitable pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça, c'est les 3 points de base sur lesquels je pense que si nous partons comme fondation sur ces 3 points, nous pouvons aller loin. Maintenant, pour répondre à la question du terrorisme et des clichés sur l'Afrique, c'est remonter aux sources de ces choses. Parce que tout ce que nous voyons, ce ne sont que des effets. Mais les causes essentielles, tant qu'on ne va pas attaquer les causes, les effets vont toujours perpétuer. Et la cause principale, c'est le sous-développement. Le sous-développement, la pauvreté qui crée des poches, qui alimentent également des intérêts pour des gens qui n'aimeraient pas que ça s'arrête parce que parfois ça devient un commerce pour les gens. C'est là où je pense que la notion de responsabilité intervient. Où chacun, en engageant ses actions, doit assumer la responsabilité. Et également les pays doivent assumer aussi bien les résultats de ce qui les engage, mais également dans l'approche qu'ils ont pour mettre en œuvre ces programmes. Donc je pense que c'est un projet qui demande de la réflexion, mais qui demande aussi de la maturité, et qui demande qu'on aille un peu au-delà des idées reçues et intégrer le contexte du XXIe siècle dans lequel se déroule cette initiative. Voilà, l'inégalité, oui, l'inégalité justement
de niveau de développement économique et une source très importante de... C'est très important ce que Monsieur l'ambassadeur vient de dire sur l'Afrique et les clichés sur l'Afrique. Moi, j'aime beaucoup la pensée du successeur de Mandela, M. Mbeki, qui parlait d'une renaissance africaine, d'ailleurs déclenchée par la renaissance chinoise. Donc je pense qu'évidemment, on peut passer beaucoup de temps à parler des problèmes de l'Afrique, mais il faut aussi regarder cette énergie formidable et cette jeunesse dont vous parliez. Et une autre bonne nouvelle, si je puis dire. Bonne nouvelle. Certes, c'est une initiative chinoise et parfois la puissance de la Chine fait peur. Mais il faut bien se souvenir d'une chose, la Chine a été puissante aussi par le passé. Professeur, vous parliez du passé, des routes de la soie. Et la Chine est allée en Afrique avec les expéditions de Cheng He à la fin du XVe siècle. C'était 20% de l'économie mondiale. Vaisseaux, ouais. Cheng He naviguait sur un navire de plus de 100 mètres de long. Il est arrivé sur les côtes orientales de l'Afrique avec plus de 20 000 personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cheng He a observé, ils ont pris quelques girafes qu'ils ont ramenées en Chine. Ce que je veux dire, c'est qu'un des facteurs très importants de la culture chinoise, c'est qu'il n'y a pas de tradition d'esprit missionnaire. La Chine va vers le monde, elle touche, elle rentre en contact, mais elle ne tente pas nécessairement de transformer. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Alors, si je peux juste ajouter un mot, parce qu'il est en train de parler de M. Gosset parlait de la culture chinoise. Ça fait penser à l'idée d'un philosophe chinois qui est très intéressant aujourd'hui, qui s'appelle M. Zhao Tingyang, qui retravaille sur l'idée de l'empire chinois. Parce que vous savez, l'idée de l'empire pour les Européens, pour les gens du monde, c'est justement conquête. Alors que justement, il remet en cause cette idée de l'empire chinois. La Chine n'a jamais été un vrai empire au sens grec du terme. La Chine n'a jamais essayé d'aller envahir les autres. La Chine, c'est comme une sorte la civilisation chinoise, c'est comme une sorte de tourbillon qui laisse entrer les autres. Ce sont les autres qui viennent vers nous. Et ça, c'est très intéressant parce que ce n'est pas l'idée d'un empire de conquête, mais on pense à ce que, comme il dit, et effectivement, je suis d'accord, l'idée de Tianxia, c'est sous le ciel. On ne considère pas un empire, on considère ce qui est sous le ciel. Et donc la Chine, la civilisation chinoise va jouer ce rôle justement bien de connexion, de tourbillons qui font venir. Voilà, donc ça, c'est les autres civilisations viennent vers nous. Et quand ils viennent vers nous, ou bien pour les barbares, évidemment, il y avait à l'époque, ils voulaient avoir nos trésors parfois, mais souvent ils sont attirés par cette civilisation. Donc il y a le côté principal, c'est plutôt la paix. Vous voyez. Donc ça, c'est très important. Donc les gens ont peur du péril jaune, etc., de l'empire chinois. Non, la Chine n'est pas un empire au sens normal du terme. Voilà. La Chine est l'empire de milieu, souvent on est considéré, et nous aussi. Mais en réalité, depuis ces 500 dernières années, c'est l'Europe qui est le centre du monde. L'Europe est considérée comme maître du monde. Ce projet qui lie justement la Chine, un pays émergent, l'Afrique, un continent sous-développé, et l'Europe, un continent développé. Alors, comment peut-on avancer tous ensemble au moment où, en France, il y a une vague anti-mondialisation, anti-étranger, contre délocalisation, le commerce non équitable, etc. Comment peut-on faire? Ça, c'est un défi énorme, non? Oui, c'est un défi énorme. Enfin, 2 Français sur 3 aux dernières élections ont quand même choisi l'ouverture. Donc c'est quand même pas mal. Dans nos démocraties, 66%, ça commence à être un score respectable. Je pense qu'il faut quand même se dire que le monde, si naturellement il y a continuité, s'il y a histoire, mais que le monde va être chamboulé par les technologies nouvelles. Que le travail est en train d'être modifié, que les sources d'énergie et d'information sont complètement bouleversées. Et donc, on va quand même connaître des changements que nous n'imaginons pas aujourd'hui. Oui. D'où l'importance de Ceinture et Route, c'est aussi un lieu de partage du savoir. Et donc, je voudrais vraiment dire que sur ces questions-là,
on a des clichés à combattre, y compris sur la société chinoise qui apparaît vue de l'extérieur comme assez monolithique, alors que la diversité régionale, ethnique, culturelle est extrêmement forte. Il y a un excellent discours du président Xi Jinping à l'UNESCO quand il est venu à Paris il y a 3 ans, qui pour moi est un discours vraiment assez stratégique pour Ceinture et Route, pour voir comment cohabiter dans cet espace. Mais je pense que dans ces conditions nouvelles de technologie, les questions migratoires vont être très importantes. Et donc, les sources migratoires, que ce soit le développement économique, que ce soit le changement climatique, tout ceci va être quelque chose de très important. Et donc, il est essentiel que des parties du monde où il y a des populations très nombreuses puissent trouver leur propre destin pour éviter d'aller le chercher ailleurs. Et donc, c'est un élément très important de maintenir des populations dans des conditions de développement qui justifient aujourd'hui qu'elles puissent rester sur place. Ça veut dire, naturellement, d'avoir des outils de développement pour la société civile africaine. Mais aujourd'hui, il y a de la richesse en Chine, il y a de la pauvreté. La Chine, si on prend le revenu par habitant, on dit c'est un pays qui est en voie de développement. Et si on prend le total, tout ça, on dit c'est quand même en train de devenir la première économie du monde. Nous-mêmes, en France, nous avons des zones de richesse. Si vous allez sur la Côte d'Azur, vous voyez des très belles maisons et tout ça. Et puis vous allez dans certaines de nos banlieues où vous voyez la misère. Misère et richesse. Dans nos pays aujourd'hui, on est tous yin-yang. On est tous partagés. On est tous, donc on a tous en nous de la richesse et de la pauvreté. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'on construise des outils. On parlait tout à l'heure de développement d'investissement. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des fonds d'investissement, des fonds chinois, des fonds européens, mais ça à la disposition de l'initiative africaine. Mais c'est vrai, dans nos quartiers, nous, en France, où il faut aider les jeunes un peu en difficulté à pouvoir bâtir. Donc, ce dont nous avons besoin dans cette mobilité globale, c'est d'avoir des outils pour aider la société civile à assumer son propre destin. De ce point de vue-là, il y a, je pense, un retour à l'humanisme. Que ce soit l'humanisme de Confucius, que ce soit l'humanisme africain, l'humanisme européen, c'est de donner les outils pour que la personne humaine s'épanouisse. Et donc là, je vois Ceinture et Route comme une sorte de grande boîte à outils dans laquelle on pourra avoir de l'éducation, on pourra avoir de l'argent, on pourra avoir des networks, on pourra avoir un certain nombre d'outils qui permettront le développement des uns et des autres. Car au fond, ce qu'il ne faut pas, c'est que la misère chasse les populations, parce que les migrants, ils ne sont pas migrants pour leur bonheur. Ils fuient souvent une misère, une situation politique, une situation de désarroi, une situation de guerre. Donc là, je pense que Ceinture et Route, ça va être une grande boîte à outils de développement où on pourra prendre un fonds d'investissement, un private equity, une technologie pour soutenir la création d'établissements scolaires, et puis aussi, pour ce qui est de l'Afrique, la promotion du français, la promotion d'un certain nombre de choses aussi qu'il faut essayer de développer. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, l'idée, que la société donne à l'individu les moyens de l'épanouissement de l'individu, et si possible, dans son cadre naturel. Ça n'exclut pas les mobilités, il faut que les jeunes bougent, il faut que tout le monde bouge, il faut qu'on circule et qu'on apprenne les uns les autres, mais que chacun puisse avoir la possibilité de se développer chez lui. Et je crois qu'on est à bout de notre émission, mais je voudrais vous poser la dernière question parce que c'est une question que tout le monde pose, beaucoup de gens. Vous avez dit l'inégalité, même en Chine, il y a des riches, des pauvres, en Europe aussi, même dans des pays développés. Alors, comment peut-on faire la ceinture à la route de gagnant-gagnant, de gagner au pluriel pour que tout le monde puisse gagner? C'est impossible, c'est un rêve. C'est un rêve, mais par exemple, l'Asie centrale a besoin d'être connectée. La connectivité de l'Asie centrale, c'est quelque chose de très important. La route et la ceinture servent l'Asie centrale. Ça peut servir l'Europe et l'Afrique. Donc je pense que globalement, tout le monde doit gagner. Mais de toute façon, l'individu lui-même doit devoir assumer ses propres responsabilités
aux États, aux sociétés de donner à l'individu la capacité d'assumer, mais ne croyons pas que l'État puisse tout faire. Là, il faut donner les outils, donner les structures pour que la société, les entrepreneurs, les associations, les jeunes, la dynamique des femmes aujourd'hui, en Afrique comme en Chine, est très impressionnante. Les femmes entrepreneurs, on voit bien qu'il y a des réserves d'énergie formidables dans les sociétés. Il faut libérer ces énergies avec des outils comme Ceinture et Route. Voilà, oui, dernier mot. D'abord, merci beaucoup parce que ce débat est très riche et j'espère qu'on aura l'occasion d'amener ce débat avec d'autres personnes en France, en Europe, sur la ceinture et la route et évidemment en Afrique parce que c'est très important ce qui a été dit et comme le disait M. Jean-Pierre Raffarin, n'oublions pas que nous sommes en train de parler de réseau. Mais les réseaux du futur, évidemment, c'est le numérique et ce qui se prépare avec l'intelligence artificielle. En termes d'harmonie, il va falloir être très, non pas intelligent, mais très sage pour maintenir un équilibre entre l'humain, sa dignité et ses technologies. Et faisons en sorte aussi que ce forum qui aura lieu une nouvelle fois en 2019 devienne un think tank, un laboratoire d'idées où on puisse échanger sur ces sujets clés sur l'avenir de l'humanité. Ça, c'est absolument clé, parce que ce n'est pas un problème, le problème des emplois dans une société dans laquelle nous aurons de l'intelligence artificielle partout, ce n'est pas un problème américain, européen, africain, chinois, c'est le problème de notre planète qui va devenir de plus en plus peuplée. Donc des défis colossaux à relever ensemble. Mais avant 2019, il y a 2017, il y a Lyon, 24, 27 septembre, on poursuit le débat culturel à Lyon, sur la route de la soie, comme levier de développement. Je vais juste ajouter un mot pour dire, pour moi... Le dernier mot. Oui, le dernier mot. Le dernier mot. Cette initiative, c'est l'occasion exceptionnelle pour l'Afrique, parce que nous sommes déjà dans un dynamisme. Cette initiative ne vient que booster le potentiel dormant de l'Afrique, qui va se révéler de plus en plus. Donc nous sommes, je pense, les premiers gagnants de cette initiative. Moi, j'ai deux derniers mots, c'est prospérité et partage. Un simple rappel. Dans 2 ans, il y aura le 2e forum Ceinture et Route qui aura lieu en Chine. Bon, voilà. Chacun a parlé des rêves que tu puisses s'épanouir dans le futur. Et surtout, l'Afrique est en train de réveiller. Je crois que la ceinture à la route, c'est notre avenir. Merci beaucoup. Merci pour nos invités. Et merci à nos chers téléspectateurs. Et rendez-vous dans 2 ans. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.